l'enregistrement sera parti, je vais pouvoir lancer. Voilà, je vais pouvoir lancer maintenant le jam. Tac, voilà, et donc vous pourrez participer si vous êtes connecté avec les bonnes adresses à l'adresse qui apparaît dans le chat. Je vais partager aussi ce jam de façon à ce que vous puissiez le voir à l'écran. Voilà, ça devrait apparaître. Donc, dans un premier temps, il va falloir qu'on prenne, que vous compreniez un certain nombre de notions, d'accord, qui vont être l'objet de ce chapitre. D'abord, quel est l'objectif ici? Quel est l'objectif des calculs et des différents tableaux que l'on va pouvoir mettre en place? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de calculer à partir de quel moment une entreprise, une société, va être rentable. Et ce moment, d'accord, il se traduit à travers trois possibilités. Soit on définit à partir de quel moment, à partir de quel chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, je vous rappelle, on l'a déjà vu, mais on sait que c'est la somme des ventes. D'accord. Donc, à partir de quel chiffre d'affaires l'entreprise sera rentable. Ça, c'est un premier indicateur. C'est l'indicateur qu'on appelle le seuil de rentabilité en valeur. Donc, le seuil de rentabilité, c'est à partir de quel chiffre d'affaires l'entreprise va être rentable. Ça, c'est le premier indicateur que l'on va être amené à calculer. Le deuxième indicateur que l'on va être amené à calculer, c'est à partir de combien d'unités vendues est-on rentable. Donc, c'est-à-dire que là, on ne parle plus en chiffre d'affaires, mais on parle en volume de vente. D'accord. Et troisième indicateur que l'on va calculer, et les trois indicateurs vont être issus de la même méthode. D'accord. Troisième indicateur que l'on va calculer, c'est à quelle date j'aurai atteint mon seuil de rentabilité. D'accord. Donc, ce troisième indicateur, le deuxième s'appelait le seuil de rentabilité en quantité. Le troisième indicateur s'appelle le point mort. Le point mort donc exprime une date. Le seuil de rentabilité en valeur exprime un chiffre d'affaires. Et le seuil de rentabilité en quantité exprime un volume de vente. Donc, ici, si, et sans pour cela qu'on s'attache pour l'instant au calcul, juste pour qu'on comprenne, pour que vous compreniez la notion. D'accord. Si sur mon tableau ici, je fixe un seuil de rentabilité en valeur, on va le nommer comme ça c'est le seuil de rentabilité en valeur. D'accord. Si pour une entreprise, en fonction de ce que je viens de vous dire, je fixe un seuil de rentabilité en valeur à 100 000 euros. D'accord. À 100 000 euros. Ça veut dire que au-dessus de ce seuil, une fois que j'aurai dépassé 100 000 euros de chiffre d'affaires, je vous rappelle que quand même, je le mets juste en petit rappel, le CA, donc le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes. D'accord. Ça, c'est juste en rappel, mais parce que normalement, ça, vous devez le savoir. Donc ici, mon SR en valeur fixe un montant de chiffre d'affaires. Au-delà de ce chiffre d'affaires déterminé par le seuil de rentabilité, au-delà de ce chiffre d'affaires, imaginons maintenant qu'on ait ici un seuil de rentabilité qui est supérieur, d'accord, donc qui est de 120 000 euros, par exemple. Imaginons que quand
ce chiffre d'affaires est de 120 000 euros, donc il est au-dessus du seuil de rentabilité, mon bénéfice, ça, c'est le CA, d'accord? Ça, ici, c'est le bénéfice. Le bénéfice, il est, allez, je dis, et pour l'instant, on ne s'attache pas aux chiffres, hein, on ne s'attache pas aux chiffres avec précision. Imaginons que mon bénéfice, il est de 15 000 euros. D'accord? 15 000 euros. Imaginons que maintenant que mon chiffre d'affaires soit de 80 000 euros, donc je suis en dessous. Là, j'ai un CA, je vais juste le noter pour bien préciser. J'ai un CA supérieur au chiffre d'affaires, au seuil de rentabilité, d'accord, puisqu'il est de 120 000 et que mon seuil de rentabilité est à 100 000. Maintenant, j'ai un CA inférieur au seuil de rentabilité. Puisqu'il est à 80 000. Imaginons que dans ce cas-là, mon bénéfice, enfin mon résultat, qui ne sera pas un bénéfice, là, qui sera une perte, il soit de moins 10 000, peu importe le chiffre. Dans tous les cas, il sera négatif. Donc ça, je vais plutôt le mettre sur le côté et vous dire qu'ici, on a un résultat qui peut être un bénéfice ou une perte, le résultat de l'entreprise. Voilà ma configuration. Ma configuration est donc celle-ci. Je vais vous demander de réfléchir et de me dire, voilà, quand je serai à 100 000 euros, quel va être le résultat de l'entreprise, à votre avis? À votre avis, quel va être le résultat de l'entreprise? Zéro. Exactement. Exactement, mademoiselle Isabelle. Le résultat de l'entreprise, ici, il sera exactement à zéro. C'est vraiment, ici, le point d'équilibre où, une fois qu'il sera dépassé, je veux faire du bénéfice, d'accord? C'est ce qu'on indique là. Voilà. S'il n'est pas dépassé, je fais ce qu'on appelle une perte. Et éventuellement, ce qui est relativement rare, je vous le concède, si j'atteins tout juste, ou au moment où j'aurai atteint ici mon seuil de rentabilité, ici je serai, on pourrait dire, une sorte d'équilibre, d'accord, d'équilibre qui se traduit par une égalité parfaite, égalité entre produit, donc le chiffre d'affaires, entre produit et charge. Vous vous souvenez, hein, ce sont les deux éléments qui composent le compte de résultat, qui vont permettre de déterminer exactement le résultat de l'entreprise. On fait produit moins charge. Donc le produit, c'est globalement le chiffre d'affaires, hein, d'accord? Et donc ici, au moment où j'aurai atteint mon seuil de rentabilité, cet équilibre, j'aurai exactement le même montant dans les produits que dans les charges. Est-ce que sur la notion du seuil de rentabilité, vous avez compris? Ou est-ce qu'il y a des questions? Donc notre objectif, c'est bon, hein, si personne ne parle, c'est que vous avez compris a priori. Notre objectif ici, c'est évidemment de trouver ça, voilà. D'accord, de trouver le ici, notre objectif, c'est ça. Quel est ce montant-là? Quel est ce seuil de rentabilité qui sera une information? Monsieur, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai une question. Allez-y, je vous en prie.
Oui, en fait, là, du coup, si en fait, on a un seuil de rentabilité de 100 000 euros Ouais, et que le chiffre d'affaires il est à 80 000 euros, ouais. du coup, on est. Enfin, je sais pas, en fait, le seuil de rentabilité, il est calculé. C'est tout ce qui est bénéfice. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires où vous ne ferez pas de bénéfice. Justement, c'est le chiffre d'affaires où il y a de l'équilibre. Au-delà de ce seuil de rentabilité, vous allez faire du bénéfice. En dessous de ce seuil de rentabilité, vous ne ferez pas de bénéfice, au contraire, vous ferez des pertes. Dommage. Je suis sûr que ce qui vous gêne, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité. Vous pensez qu'ici, j'aurais pu mettre 20 000 euros. C'est ça qui vous gêne. Exactement, oui, en fait, c'est Et ça. voilà, je sais, parce que j'ai eu la même réflexion. Et qu'ici, j'aurais dû mettre peut-être 20 000 euros. D'accord. Mais non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Et vous le verrez, c'est pour ça que je vous demande de ne pas vous attacher au montant que j'inscris, simplement à la notion perte-gain. D'accord. Vous allez voir avec les calculs que la différence entre les deux n'est pas forcément que du bénéfice. D'accord. C'est vrai, ne vous occupez pas des chiffres que j'ai indiqués ici, je vous l'ai bien dit en introduction, de la précision des chiffres. Et vous allez voir que par le calcul, malgré tout, tout ce qu'on fait au-delà du seuil de rentabilité, il y a quand même un petit peu de charge, donc ça ne va pas être forcément que du bénéfice. Et idem pour en dessous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais, ça ne paraît pas très logique au départ, vu comme ça, mais vous allez voir que quand on va bien aborder les choses, ça sera beaucoup plus logique pour vous. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en dessous, c'est des pertes, au-dessus, c'est du gain. D'accord. Mais votre réflexion, elle est pas mauvaise. Et l'autre groupe avec qui j'ai abordé les choses de la même façon m'a fait exactement la même réflexion. C'est au moins que vous suivez. C'est déjà une première chose. Alors, afin de pouvoir, voilà, c'est ça, hein, l'objectif pour nous, l'objectif du calcul et de notre chapitre, hein, notre objectif ici, l'objectif du chapitre de l'étude de la rentabilité, c'est d'établir le montant du seuil de rentabilité, donc du SR. C'est ça notre objectif. Alors, évidemment que, pour une entreprise, c'est ultra important. D'accord. euh, Imaginons, je ne sais pas, moi, je vends des plats cuisinés. À partir de, si j'en vends un et que derrière j'ai des charges de personnel, j'ai un local à payer, etc., la marge, le bénéfice que j'aurais généré sur un plat ne va pas couvrir mon salaire, etc. Donc il va falloir trouver un nombre de plats et peut-être même un prix, etc. Donc tout l'objectif ici, c'est de pouvoir me fixer aussi à un moment donné des repères dans ma gestion pour me dire, à partir du moment où j'aurai atteint tel chiffre, je pourrais faire du bénéfice. Si je ne suis pas capable d'atteindre ce chiffre-là, ce n'est pas la peine de me lancer parce que je ne pourrais pas faire de bénéfice avec mon organisation et mon modèle économique. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui, tant qu'elles n'auront pas atteint un certain seuil d'affaires, de chiffre d'affaires, font des pertes. Mais elles savent qu'il va falloir, par exemple, vous avez notamment des chaînes payantes. D'accord. Alors j'aime bien le foot. Voilà, il y a une chaîne qui s'appelle Téléfoot, qui retransmet des matchs de Ligue 1, etc. Ils savent que tant qu'ils n'auront pas atteint X abonnés, ils seront perdants. Mais ils savent que, voilà, en fonction du volume d'abonnés qu'ils ont chaque année, il va leur falloir à peu près 3 ans pour atteindre ce fameux seuil de rentabilité et commencer à être rentable. Et vous avez ce modèle économique dans beaucoup d'entreprises qui se lancent, qui disent, voilà, comme nous, pendant 3 ans, tant qu'on n'a pas atteint, je dis n'importe quoi, tant qu'on n'a pas atteint 300 000 abonnés, on fera des pertes. Et notre seuil, c'est 300 000 abonnés. Il faut qu'on ait ces 300 000 abonnés pour commencer à faire des bénéfices. Tant qu'on sera au-dessus de ce seuil, ça fonctionne. Et si on n'arrive pas à atteindre ce seuil, ça ne fonctionnera pas. Donc ça permet d'avoir des objectifs, ça permet d'avoir des repères, et ça permet de visualiser, et surtout aussi à un moment donné, de rassurer peut-être des investisseurs, etc. Alors, maintenant, on va s'attaquer au dur du problème. Et quand on veut déterminer le seuil de rentabilité,
Quand on veut le déterminer, quand on veut le trouver, et c'est notre objectif, il va falloir avoir deux notions en tête, deux notions très importantes. Alors, je passe sur la feuille 2 pour ceux qui suivent les choses en direct. Il va falloir avoir une première notion qui s'appelle la notion de charge fixe. Alors, cette notion de charge fixe, déjà, elle porte bien son nom. On entend, voilà, c'est fixe, donc quelque part, ce n'est pas quelque chose qui va bouger. Alors, on va préciser un peu le contexte et on va préciser un peu, quand on va analyser les différentes charges, est-ce qu'on les classe dans des charges fixes ou dans des autres types de charges que l'on va voir juste après. Mais malgré tout, il faut savoir que ces charges fixes, on les appelle aussi ou charges structurelles, de structure ou charge de structure, ou structurelle. Quand vous voulez trouver, alors vous les trouvez notamment dans votre cours identifié comme charge fixe ou charge de structure ou charge structurelle, mais vous verrez aussi si dans un énoncé, on vous dit que les charges structurelles sont d'un tel montant, il ne faut pas être perdu. Charge structurelle, c'est charge fixe. Au contraire de charges variables, donc ce sont les deux types de charges qu'il va falloir identifier avant toute étude. Les charges variables, on les appelle charges opérationnelles. Donc ici, les charges fixes sont appelées aussi charges de structure ou charges structurelles. Alors, qu'est-ce qu'une charge fixe? C'est une charge qui ne bouge pas alors que l'activité, le chiffre d'affaires, augmente d'un certain pourcentage. On va dire qu'on peut se mettre dans la tête, voilà, si mon chiffre d'affaires, il augmente de 20%, est-ce que cette charge va bouger? On se cale en général sur un mois pour réfléchir, pour pouvoir caractériser le type de charge. On se cale sur un mois ou sur une journée, peu importe, mais sur un mois, c'est pas mal en termes de comptabilité. Et on se dit, voilà, ce mois-ci, par exemple, je vais devoir payer un loyer. J'ai un local, on va s'imaginer que vous êtes vendeur de barres énergétiques pour des sportifs. Donc, vous achetez des barres et vous les revendez. Et pour ça, vous avez un magasin. Ce magasin, vous le louez. Donc, vous avez un loyer de, je dis n'importe quoi, de 1 000 euros. Et vous vendez vos barres. À votre avis, si vous vendez 3 barres ou si vous vendez 6 barres ou 1 000 barres, est-ce que le prix du loyer va changer? Non. Le prix du loyer n'est pas proportionnel aux barres énergétique ou au produit ou à la marchandise que vous vendez. Et c'est en ça que l'on différencie une charge fixe d'une charge variable. Une charge variable, elle va être proportionnelle, je dis bien proportionnelle, au volume d'activité, au chiffre d'affaires, au nombre de ventes, alors qu'une charge fixe reste globalement la même. Donc, par exemple, un loyer est une charge fixe. Je vais vous laisser, alors pour ceux qui veulent participer, je vais vous laisser me noter avec des petits post-it. Donc, vous utilisez l'outil de post-it. D'accord. Je vais vous laisser m'indiquer, voilà, des charges fixes qui sont, que vous pourriez imaginer. Par exemple, dans l'exemple que je viens de vous donner, vous êtes revendeur de produits diététiques à destination des sportifs. D'accord. Et vous avez un petit magasin dans une rue commerçante à Lille, puisque je suis lillois, donc on va dire à Lille, rue de Béthune pour les étudiants qui éventuellement sont de Lille. Et je vous laisse m'indiquer voilà, donc vous allez avoir des loyers, des assurances, des choses comme ça. Est-ce que c'est du fixe ou du variable? Allez-y, je vous laisse m'indiquer avec les petits post-it. Donc, ok, le loyer, on indique effectivement, l'électricité, alors vous me les déplacez, voilà, après on va les reprendre une par une et puis on va les expliquer.
Monsieur, excusez-moi. Du coup, les impôts, par contre, les impôts, en fait, je crois que c'est, du coup, c'est variable. C'est en Je fonction des vais, revenus. ouais, je vais les expliquer un par un après. C'est Salma, hein, je crois, qui me posait la question. On va les reprendre un par un et on va les expliquer et on va voir éventuellement si il y a des choses à dire dessus. Je vous laisse juste noter deux, trois trucs. Ok, allez, on va s'arrêter là. Hop, je vais juste déplacer voilà, celui-là là. Hop, celui-là là. D'accord, alors je vais juste mensualité d'un véhicule, je vais juste enlever une fois salaire puisqu'on l'avait déjà. Très bien. Alors on va les expliquer. Bon, le loyer, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de souci sur le loyer. D'accord. On va prendre la facture de téléphone. Effectivement, c'est pas parce que vous allez vendre plus de barres. Alors, sauf si à un moment donné, euh, vous vendez que par téléphone, d'accord? Où là, vous pourriez avoir une facture, mais a priori, dans l'exemple que je vous ai donné, la facture de téléphone, bah, surtout qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des forfaits. Voilà, que vous vendiez beaucoup, enfin 20% plus ou 20% de moins, votre facture de téléphone, globalement, elle restera la même. D'accord. Idem pour l'électricité. Vous allez ouvrir votre magasin à 8 heures, le fermer à 19 heures. Que vous ayez fait 1000 euros de chiffre d'affaires dans une journée ou 2000 euros, vous aurez consommé la même chose en termes d'électricité. On peut dire la même chose sur l'eau si tant est que vous en consommez un peu. Mais à la limite, oui, on pourrait mettre exactement la même chose sur le chauffage. D'accord. Je vais juste mettre celui-là un petit peu. Voilà, facture Internet, pareil. Je vais mettre un petit peu sur le côté parce que cela demande des petites explications. Alors, la mensualité du véhicule, effectivement, si je vais indiquer de location du véhicule, d'accord, pour que ça soit bien précis, effectivement, vous avez un véhicule, sauf si c'est quelque chose qui sert à faire des livraisons, d'accord, mais si c'est pas quelque chose, si c'est juste un véhicule de fonction pour aller à la poste, aller à la banque, bon, a priori, il n'y a pas de raison que le loyer augmente ou que le loyer baisse, puisque c'est une voiture de location si vous en avez une. Effectivement, pareil pour la facture Internet, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'elle augmente ou qu'elle baisse. Très bien. Alors, je vais revenir par contre sur les trois choses que vous m'avez dit. Alors, sur les salaires, je suis d'accord, sauf que dans certaines conditions, il faudra bien réfléchir, en fonction de l'intitulé évidemment de l'exercice, comment on vous amène le salaire. Bien souvent, pour les vendeurs, il y a une partie de commission. Et la commission, souvent, est liée au nombre ou au volume de ventes que le vendeur aura fait pendant sa journée. Donc, il existe souvent des salaires qui sont, voilà, vous avez un fixe qui est de, je vais dire n'importe quoi, de 1200 euros ou 1300 euros ou 1500 euros, plus une commission qui est de 3% du chiffre d'affaires. La partie fixe du salaire, elle ne bouge pas quel que soit le volume des ventes. Donc ça, ok, c'est bien une charge fixe. Par contre, la partie qui est la commission, plus la personne va vendre, et donc plus le des ventes, plus la commission sera importante, donc plus elle va coûter cher à l'entreprise. Donc en cas de salaire avec une partie variable basée sur le volume de vente, cette partie variable, elle, n'est pas une charge fixe, puisqu'elle bouge en fonction du volume de vente. Et ici, en l'occurrence, dans l'exemple que je viens de vous donner, plus il y aura de ventes, plus la charge de salaire sera importante. Donc attention malgré tout, on peut se dire les salaires qui sont fixes, non basés sur un volume de vente. Ça, ok. Mais si on avait une commission basée sur les ventes, là, ça serait sur une partie variable. Ensuite, je viens sur la deuxième, je viendrai sur les impôts après. D'accord. Sur le remboursement d'emprunt. Alors, oui, effectivement, vous avez fait un emprunt pour installer votre magasin, d'accord, que vous vendiez beaucoup, que vous vendiez peu, a priori, vous rembourserez toujours le même montant, sauf que le remboursement d'emprunt n'est pas une charge.
Par contre, parce que vous vous souvenez, dans notre tableau des charges et des produits, d'accord, celui que vous auriez pu, sur lequel vous auriez pu vous baser pour me donner des exemples de charges fixes, jamais il est indiqué dans le compte de résultat remboursement d'emprunt. Par contre, il y a une autre donnée qui est liée à l'emprunt, qui fait partie du compte de résultat, et notamment du résultat financier. Comment s'appelle ou quel est cet élément qui est une charge, donc qui peut être dans certains cas un produit, d'accord, mais qui, quand c'est lié à un emprunt, c'est une charge, et qui fait partie du compte de résultat. Ah, ce sont non pas le remboursement de l'emprunt, mais les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt sont une charge, mais le remboursement n'est pas une charge. Je vais vous démontrer comment. Je vais vous le démontrer comme ça, regardez bien. Je vous prête 1000, d'accord? Vous allez me rembourser plus que 1000 puisqu'il y a des intérêts. Vous me remboursez 1100. Combien ça vous a coûté? D'un côté, vous avez reçu 1000 et vous ressortez 1100. La différence entre les deux, il n'y a que 100 euros qui sont le montant des intérêts. D'accord? Et c'est ça que ça vous coûte. Ce n'est pas 1100 que ça vous coûte puisque vous les avez eu les 1000. Et quand vous les remboursez, vous remboursez 1100. Ça vous a coûté que 100 euros. D'accord? Quand un pote vous prête 1 euro pour prendre un café et que vous lui rendez le lendemain 1 euro, ça ne vous a rien coûté. D'accord? Vous vous êtes acheté un café, voilà. Alors que si vous lui rendez 1,10 €, bah, effectivement, il y a 10 centimes de plus. C'est ça que ça vous a coûté. Voilà. Donc, ici, effectivement, les intérêts d'emprunt sont une charge fixe. Là, je suis d'accord. Pas de souci. Concernant les impôts, je suis d'accord, sauf pour les impôts, sauf impôts sur les bénéfices. Comme le disait, comme l'avait sous-entendu, sauf les impôts sur le bénéfice. Sous-entendu Salma, qui disait ah oui, mais je ne sais pas. Il y a des impôts qui sont fixes. D'accord. On ne va pas faire le détail de tous les impôts qu'une entreprise peut payer, mais il y a certains impôts qui sont fixes. Par contre, l'impôt sur le bénéfice, lui, il varie en fonction du bénéfice et obligatoirement, il y a un lien avec le chiffre d'affaires. Donc, tous les impôts, sauf les impôts sur le bénéfice. Finalement, tous les impôts qu'on va retrouver dans le compte de résultat partie exploitation. Alors, il y a une charge qui est importante parce que normalement, vous devez la connaître, c'est la dotation aux amortissements. D'accord ? Vous vous souvenez, chapitre immobilisation, le tableau des immobilisations que l'on avait fait, d'accord, avec le calcul de l'annuité, cette annuité qui est la dotation aux amortissements, elle, vous avez acheté une machine, vous avez acheté un ordinateur pour votre entreprise qui vaut 1000 euros, il est amorti sur 3 ans, tous les ans, vous allez avoir une charge de 333 euros. D'accord ? Ça, c'est le tableau d'amortissement tel qu'on l'avait fait qui nous l'indique. La dotation aux amortissements, que vous vendiez beaucoup ou pas beaucoup, la dotation aux amortissements, de toute façon, elle a été faite une fois et pour les 3 ans. Donc, on devra respecter le tableau d'amortissement que l'on avait prévu. Donc, je vous indique, en plus de ce que vous m'avez indiqué ici, voilà, les annuités d'amortissement. On pourrait mettre aussi, par exemple, les assurances. Globalement, les assurances sont fixes. D'accord ? On paiera toujours le même montant d'assurance et par rapport à une surface du bâtiment, etc., etc. Il existe quelques assurances qui sont en fonction de l'activité. En général, les assurances sont plutôt fixes. Voilà, on a fait à peu près le tour des charges que l'on peut classer, que l'on peut qualifier de charges fixes. On va voir maintenant l'autre partie, d'accord, et vous allez voir qu'elle est beaucoup plus facile à appréhender. C'est ce qu'on appelle, je passe sur la page 3,
Y a-t-il des questions d'abord sur les charges fixes, hein? Donc j'enchaîne sur les charges variables. Voilà, vous avez bien compris le contexte, hein, d'accord? Vous avez bien compris ce qui permet les critères qui permettent de qualifier la charge fixe. Deuxième donc, type de charge qu'il va falloir distinguer, c'est ce qu'on appelle voilà, débloquer les charges variables. Alors, au même titre que les charges fixes portaient aussi le nom de charges structurelles, les charges variables vont porter aussi le nom de charges opérationnelles. Ou charges opérationnelles, elles sont notamment dans votre cours appelées aussi charges opérationnelles. Et là, il va falloir, pour déterminer si une charge est opérationnelle, est une charge variable ou pas. Donc, si elle n'est pas une charge variable, obligatoirement, c'est que c'est une charge fixe. Il n'y a que deux possibilités, il n'y a pas trois possibilités. Pour se dire, voilà, on se dit, si je fais 100 euros de chiffre d'affaires, je vais obligatoirement avoir, je dis n'importe quoi, 50 euros de charge variable. Si je fais 200 euros de charge de chiffre d'affaires, est-ce que les charges variables vont augmenter en même temps que le chiffre d'affaires? Il faut penser par chiffre d'affaires, d'accord? Ou par volume d'activité. Est-ce que l'augmentation de mon volume d'activité m'oblige de façon proportionnelle à augmenter la charge liée à l'activité? Donc, charge qu'on appellera charge variable. Donc, je ne vais pas vous demander de noter, puisqu'il n'y en a pas 50 000. D'accord? Ici, principalement, on va trouver les achats de marchandises, et on va trouver les achats de matières premières. Voilà les deux choses principales que l'on va trouver. Alors, on pourra trouver aussi d'autres choses dans certains cas, mais il faut bien regarder dans l'énoncé et se poser la question chiffre d'affaires, est-ce que proportionnellement, je vais avoir cette charge qui va augmenter? C'est par exemple des frais de transport. Dans le cadre, par exemple, d'une activité de livraison. Si vous livrez, obligatoirement, vous allez avoir beaucoup plus de frais de transport. Donc, les frais de transport peuvent, dans certains cas, être variables et donc dépendre proportionnellement de l'activité. Vous voyez qu'on en a beaucoup moins. Et ces charges vont être facilement identifiables dans le sens où je me dis, est-ce que le chiffre d'affaires, est-ce que l'augmentation ou la baisse de chiffre d'affaires va faire baisser ou augmenter cette charge? Évidemment, si vous êtes vendeur de baskets, si vous vendez 100 paires de baskets, il va falloir les acheter, ces 100 paires de baskets. Si vous vendez 200 paires de baskets, il va falloir les acheter, ces 200 paires de baskets. Donc, vous voyez bien que l'achat de marchandises augmente en même temps que le chiffre d'affaires. Vous êtes un restaurateur. Vous fabriquez des plats cuisinés, restauration collective. Vous vendez 1000 plats, il faut acheter de la matière pour 1000 plats. Quand vous vendez 1500 plats, il va falloir acheter et consommer de la matière pour 1500 plats, etc. etc. Donc vous comprenez bien qu'on se pose d'abord la question, si le chiffre d'affaires augmente, est-ce que la charge va augmenter? Maintenant, je vais vous poser une question. À votre avis, est-ce que la publicité est une charge variable ou est une charge fixe?
variable pour Rosie. D'autres ont une idée? Fixe pour Ketura. Variable pour Lucie. Ah, bah alors, on n'arrive pas à se décider. Fixe ou variable? Il n'y a pas que 3 personnes dans le cours, hein, donc peut-être d'autres personnes peuvent répondre et participer. Yvonne pense que fixe, Agnès pense que c'est variable. Alors, écoutez-moi bien. Regardez comment je vais réfléchir. Je vends 100 baskets. Est-ce que la publicité augmente? Non, elle n'augmente pas. Mon budget pub, il ne va pas augmenter. Mon budget pub peut me faire augmenter, effectivement, mes ventes. D'accord? Je consacre un budget pub de 100 euros ou de 200 euros ou de 1000 euros. Effectivement, ça va attirer les gens dans mon magasin, ça va me faire augmenter mes ventes. Mais moi, je vous demande de raisonner pour savoir si la charge est variable, de raisonner dans l'autre sens. Est-ce que l'augmentation du chiffre d'affaires fait augmenter le budget pub? Non, pas du tout. Budget pub, je fais 100 euros de pub. Bon, bah, peut-être que ça va me ramener un peu de chiffre d'affaires, etc. Ou si j'en avais pas fait, ça peut-être pas. Mais c'est pas le chiffre d'affaires qui provoque cette charge. Donc, il faut réfléchir. Quand on analyse la charge, il faut réfléchir d'abord en pensant est-ce que l'augmentation du chiffre d'affaires va faire augmenter cette charge? L'augmentation du chiffre d'affaires ne va pas faire augmenter le budget pub. C'est le budget pub qui peut faire augmenter le chiffre d'affaires. Là, je suis d'accord. Donc, le budget pub est une charge fixe. D'accord? Réfléchissez dans le sens, est-ce que le chiffre d'affaires fait augmenter cette charge? Oui. Donc, la charge est variable. Non. Donc, la charge est fixe. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. On est clair là-dessus? C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions sur la différenciation entre les charges fixes et les charges variables? Sauf si j'ai plus de budget, je peux. Alors, je vais reprendre votre question. Hop, je veux dire, sauf si j'ai plus de budget. Attendez. Hop. Sauf si j'ai plus de budget, ou plus. Plus pour les deux. Plus de budget, donc plus de pub. Plus de budget, donc plus de pub. Oui, mais moi, je ne parle pas de budget, parce que le budget n'est pas une charge. La pub est une charge, le budget n'est pas une charge. D'accord? Le budget, c'est ce qui a été prévu, on va dire, en matière de. Concernant le vocabulaire qui est engagé, qui est utilisé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est voilà, si je vends 100 baskets, il faut que j'ai acheté 100 baskets. Donc l'achat des 100 baskets est bien une charge. Si je vends 150 baskets, il va falloir que j'achète 150 baskets. Donc mes achats de baskets vont augmenter proportionnellement à mes ventes. Si je fais 100 baskets, mon budget pub, il ne va pas augmenter. C'est l'inverse qui peut se passer. Où mes charges de publicité ne vont pas augmenter. C'est l'inverse qui va se passer. Effectivement, plus je vais engager de charges en termes de publicité, peut-être que plus j'aurai de ventes. D'accord? Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand on veut qualifier une charge, si elle est variable ou fixe, il faut se dire, est-ce que le chiffre d'affaires, la variation du chiffre d'affaires fait varier la charge. C'est uniquement comme ça qu'il faut raisonner. C'est bon pour vous, Rosie? Parfait. Alors, continuons notre petite affaire. Hop, je vais reprendre ici mon tableau. Donc, on est OK sur la partie charge variable, charge fixe. Je vais simplement noter ici la question que vous devez poser. Est-ce que l'augmentation, est-ce que l'augmentation du nombre de ventes fait augmenter la charge? Voilà la seule question que vous devez vous poser pour savoir si c'est une charge variable. Est-ce que l'augmentation du nombre de ventes, donc du chiffre d'affaires directement, fait augmenter la charge?
Si oui, alors c'est une charge variable. Excusez-moi. Sinon, et uniquement à cette question, hein, d'accord? Sinon, c'est une charge fixe. OK? Donc, on va pouvoir maintenant commencer à... pour éviter d'être embêté, voilà. On va pouvoir commencer à regarder notre méthodologie de calcul. Et tous les calculs vont se faire via ce qu'on appelle, vous l'avez vu certainement dans le cours, si vous allez regarder le cours, le compte de résultats différentiels. Donc, ce compte de résultats différentiels, c'est en quelque sorte une sorte de retravail, d'accord, du compte de résultats que l'on a pu déjà établir. Alors, je vous souvenez, à partir du compte de résultats, on avait notamment établi le tableau des soldes intermédiaires de gestion, d'accord, et ici, du compte de résultats ou des informations relatives à des produits et des charges, puisque c'est ça qui compose le compte de résultats. À partir de ces informations-là, on va pouvoir travailler un autre tableau qui s'appelle le compte de résultats ici différentiel. Ce tableau, il va se construire de la façon suivante. On va d'abord établir le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que sur le côté, je vais mettre des petits renseignements. C'est le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes. Je vais passer par l'exemple pour que vous compreniez mieux. Je vais même prendre un exemple qui est différent de celui que vous avez dans le cours. Vous pourrez donc comparer. Imaginons qu'on prenne un chiffre d'affaires de 120 000 €. La deuxième chose que l'on va indiquer dans notre compte de résultats différentiels, c'est les charges variables. Donc, c'est les fameuses charges que l'on a déterminées tout à l'heure, d'accord, celles que l'on a qualifiées tout à l'heure. Et imaginons qu'ici, nos charges variables soient d'un montant de 80 000 €. Donc, évidemment, on va totaliser les charges variables. On va totaliser les charges variables et on va indiquer ici simplement le montant que l'on va retenir. Et on va faire un premier calcul à partir de ces éléments-là. On va faire un premier calcul qui s'appelle la marge sur coût variable.
Alors, ce premier calcul, il est fait de la façon suivante. On va faire CA moins CV. D'accord? CA moins CV. Ça, c'est le calcul. CA moins CV, alors on le nomme comme ça, hein, est égal à MCV. Donc, marge sur coût variable. On est d'accord pour tout le monde? Pas de souci pour l'instant? Alors, coût et charge variable, ce sont exactement les mêmes choses, hein, évidemment. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander le calcul, mais ici, on est bien sur un calcul qui va nous amener avec une marge sur coût variable de 40 000. Est-ce que jusqu'à présent, j'ai tout le monde? Ça marche. Si j'ai tout le monde, on va pouvoir continuer. Le troisième élément qu'on va indiquer, je laisse un petit espace entre deux parce que vous allez voir que de temps en temps, enfin pas de temps en temps, mais méthodologiquement, moi j'aime bien mettre mon taux de marge entre les deux, mais je vais le calculer après. Ensuite, je vais indiquer le montant des charges fixes ou des coûts fixes. Donc ces fameux coûts qui ne bougent pas. Imaginons que les coûts fixes, ici, soient de 30 000 euros. Donc j'ai fait mes petits calculs, j'ai fait ma petite répartition et mes coûts fixes sont de 30 000 euros. Je vais indiquer le résultat. À votre avis, quel va être le résultat de ma société quand le compte de résultat différentiel se présente de la façon suivante? Quel va être le résultat? 10 000, Pierre Rosy, comment avez-vous fait pour trouver le résultat? 40 000 moins 30 000, la marge moins les charges fixes. C'était une possibilité, effectivement. Alors, il y avait une autre possibilité, puisque toutes les charges ont été réparties entre les charges variables et les charges fixes, c'était de prendre le chiffre d'affaires, moins les charges variables, moins les charges fixes. Mais la réponse que vous m'avez donnée était tout à fait exacte. C'est une deuxième solution. On peut faire aussi la marge sur coût variable, moins les charges fixes. Les deux solutions fonctionnent. Donc ici, comme l'a proposé Rosie, pas très compliqué, on aura 10 000 de résultat qui sera donc un bénéfice. Donc comment j'ai fait ce calcul? Deux solutions, soit CA moins CV moins CF, d'accord? CV et CF étant l'ensemble des charges, donc produit moins charge, hein, on retrouve un peu notre esprit, ou est, comme l'a dit Rosie, autre solution, marge sur coût variable moins CF. Là, il n'y a pas grand-chose qui se différencie de ce qu'on a fait quand on a regardé produit moins charge, sauf que là, on l'a mis je dirais en ligne et on a fait une répartition légèrement différente. Ce qui va nous amener, ce qui va nous permettre de calculer une donnée. D'accord ? Ce qui va nous permettre de calculer une donnée ici, que moi j'aime bien introduire ici. Alors après, vous verrez, de toute façon, peu importe, mais je trouve que c'est pas mal de l'introduire ici, c'est ce qu'on appelle le taux de marge. Alors, mon taux de marge, il se calcule de la façon suivante. On va prendre la marge. Donc, on va prendre la marge sur coût variable, hein, que l'on va diviser
vais l'écrire comme ça, parce que vous n'allez pas comprendre. Je vais l'écrire en côté en entier. La marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Donc 40 000 divisé par 120 000. D'accord. Alors, ici, on va avoir un taux de marge qui s'établit à 33,33%. Est-ce que jusqu'à présent, j'ai tout le monde? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez compris les calculs qui sont là, vraiment pas très compliqués? On a fait une fois un moins, une fois une division. D'accord, mais il faut les comprendre. Ça veut dire quoi ce taux de marge? Comment on l'a pris du coup? Alors, j'ai déjà indiqué le calcul qui a été fait ici. Je vais vous faire un petit truc ici en vous disant voilà, le taux de marge, il est égal ici à 40 000 divisé par 120 000, c'est égal à 0,33, d'accord? Mais 0,33, c'est égal à 33,33%. Alors, si vous voulez remultiplier par 100, parce que je sais que vous aimez bien faire ça, vous le faites si vous voulez. Mais pourquoi? Pour moi, 0,33, c'est 33%. C'est bon? C'est bon pour vous? Ok, mais c'est pas grave, on peut l'indiquer comme ça. Voilà comment on a fait notre calcul, notre taux de marge ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, ça veut dire quoi ce taux de marge? D'accord? À chaque fois que je vais avoir 1 euro de chiffre d'affaires, je vais avoir 33 centimes de marge. D'accord? De marge, hein. Je n'ai pas encore défalqué mes charges fixes. À chaque fois que je vais vendre X euros, je vais avoir X euros fois 33% en marge. Donc, imaginons que je veuille connaître avec ce modèle-là, d'accord, avec ce modèle-là, si mon taux de marge est de 33,33% de marge, d'accord? Si mon taux de marge est de 33,33% de marge, tel que je viens de le faire, ça veut dire que si je fais 140 000 euros de chiffre d'affaires, si je fais 140 000 euros de chiffre d'affaires, quelle va être la marge que je vais avoir générée? Quelle va être la marge que je vais avoir générée? Si je fais 170 000 euros de chiffre d'affaires, quelle va être la marge que j'ai générée? Et si je fais 80 000 euros de chiffre d'affaires, quelle est la marge que je vais générer? Pour l'instant, je ne vous parle pas de seuil de rentabilité, je vous parle simplement de marge et de compréhension de ce qu'est le taux de marge. Alors, je vais demander à Alexandra Létain de me trouver la première marge, celle pour 140 000 euros. Je vais demander à Élise Cochard de me trouver celle à 170 000 euros. Et je vais demander à Natacha, non, Natacha, je l'ai déjà interrogée, il me semble, à Romain Rivière de me trouver et de m'indiquer le montant de la marge à chaque fois sur ces 3 niveaux de chiffre d'affaires. Je vous laisse faire.
Bon, j'ai interrogé 3 personnes, j'ai aucune réponse. Je ne veux pas vous mettre la pression. Ah, voilà. Élise, mais Élise. Alors, 51 100. OK. Je note, mais vous auriez pu le noter vous-même. Hein. 56 100, hein, je crois que j'ai dû lire. Quelqu'un d'autres propositions? Je n'ai pas accès au gem. C'est pas grave, Élise. J'avais demandé à Romain, peut-être? Vous allez m'obliger à faire les calculs. Alors, Alexandre, 46 200, vous aviez travaillé sur lequel, Alexandre? Le premier, hein, je crois. Pareil, pas d'accès au jam. Allez. 46 200. Alors, on va vérifier ça ensemble. Hein. D'accord? Alors, comment on a fait? On a simplement multiplié le chiffre d'affaires pour trouver la marge. On a simplement multiplié le chiffre d'affaires par le taux de marge. 140 000 euros fois 33,33%. Ça va nous donner, donc, 140 000 euros fois 46 662, donc vous n'étiez pas très loin. 46 662, à mon avis, vous avez fait juste 33,33. Pour le deuxième, évidemment, on va faire la même méthodologie, hein, 170 000. Alors, je vous garde juste 5 minutes, sauf si vous avez cours après. Vous avez cours après? Oui, bon, je vais vous lâcher. Alors, je vais finir là, je vais mettre les deux, parce qu'il est déjà 17, je ne voudrais pas que votre enseignant m'en veuille. Donc, je vais vous lâcher maintenant. On finira ça demain matin, d'accord? Et on continuera. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez dit, mais pour quand est à faire? Excusez-moi, alors bon, j'ai certaines questions concernant ça me paraît un peu complexe. Le calcul pourcentage de CA. Attendez demain, puisque demain, Agnès, attendez demain. On aura fait un cas complet. Je ferai peut-être le premier exercice de TD. À mon avis, on va la jouer comme ça. Tant que je termine ici l'approche, ça va nous prendre un petit quart d'heure, 20 minutes demain. Et je ferai le premier TD où je referai un exemple complet. Et puis, a priori, la semaine prochaine, vous allez être capable de faire le TD. D'accord? Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. De toute façon, on continue demain. Je vais arrêter le jam là, comme ça on reprendra exactement à cet endroit-là pour demain. Ça marche? Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis on se dit à demain. Ciao.